Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. On va encore une fois parler d'architecture et d'urbanisme à Taïwan. Petit point revue de presse où on va présenter des articles qui sont parus au cours des derniers jours. On va évoquer le géant IKEA, le géant de l'ameublement et du design, qui utilise Taïwan un peu comme un lieu d'innovation et d'expérimentation. C'est assez surprenant. On va aussi évoquer plusieurs choses, des choses un petit peu incongrues comme un concours de choux géants à Taïwan. Mais aussi on va revenir sur plusieurs choses et puis on va aussi parler d'un artiste que j'aime beaucoup qui prend de la photographie en ville, des choses un petit peu surprenantes et justement incongrues qu'on croise dans l'espace public. Et il essaye d'expliquer, sensibiliser le public sur ces pratiques un peu loufoques qu'on peut voir un peu à Taïwan. On va commencer tout d'abord avec un article de Commonwealth sur IKEA, le géant de l'ameublement suédois que vous connaissez forcément. Vous avez d'ailleurs peut-être des meubles chez vous qui viennent de là-bas. Et l'article se présente ainsi: comment IKEA Taïwan est à la pointe de l'innovation mondiale, rien que ça. Ça fait 30 ans qu'IKEA a posé les pieds et ses valises à Taïwan et apparemment l'innovation dans les types de magasins proposés par la marque a attiré des équipes du Royaume-Uni, de Suède ou encore des États-Unis qui sont venus étudier les opérations et les magasins. Et le PDG d'IKEA, Martin Lindström, qui c'est le PDG d'IKEA Taïwan, a partagé un petit peu son point de vue sur la manière dont les équipes taïwanaises ont travaillé pour en faire un pôle mondial d'innovation. C'est assez surprenant quand même. Une des premières choses qui est mise en avant dans l'article et pointée par le PDG, c'est la capacité d'IKEA Taïwan à innover d'un point de vue marketing, en mêlant des soirées pyjama, des activités interactives ou des expériences immersives notamment. Le PDG cite par exemple le magasin au niveau de Taipei Arena, donc dans la capitale, qui ne propose par exemple que des accessoires pour la maison et des services de restauration, mais aucun meuble. Étonnamment, vous pouvez aller dans un magasin Ikea sans pouvoir acheter de meubles. C'est quand même extrêmement insolite. Le PDG a aussi cité le plus petit magasin Ikea au monde, qui se trouve dans un centre commercial à Jiayi, ou encore des magasins éphémères qui sont inspirés d'hôtels, de marchés de nuit, ou encore de magasins à $1. Et donc tout ça va aller chercher un engagement, une expérience un peu plus profonde que la simple présentation des produits qu'on peut trouver dans les magasins classiques. Vous le savez, IKEA, c'est traditionnellement un très grand magasin où on trouve de tout et on doit suivre un parcours parfois un petit peu long avec d'abord des ambiances de différentes pièces pour un peu se projeter, puis après vous avez tous ces trucs en vrac avec à la fin de la visite qui vont vous orienter vers tous ces achats compulsifs. Et donc des équipes, comme on l'a dit, du Royaume-Uni, de Suède et des États-Unis, se sont rendues à Taïwan pour aller observer cette approche innovante de la promotion des produits IKEA. Et donc le PDG, Lindström, est arrivé en 2013 pour gérer les opérations d'IKEA à Taïwan, mais aussi Hong Kong, Macao ou encore Indonésie. Bon, dans l'article, je vous passe toute la partie où le PDG explique qu'il a encouragé ses équipes à faire des erreurs. Vous connaissez peut-être cette tendance qu'ont les entrepreneurs à répéter qu'il n'y a que ceux qui n'osent pas qui font des erreurs, etc. Ça, c'est une rhétorique classique. En tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est la stratégie qu'IKEA a essayé d'adopter pour intéresser et captiver les consommateurs taïwanais. Tous les ans, IKEA Taïwan lance des collections thématiques avec notamment des éditions limitées, ce qui arrive quand même assez rarement, ce qu'explique le PDG dans d'autres marques, et même d'autres représentants de magasins concurrents le saluent. Et puis il est aussi mis en avant le fait que IKEA ne fait pas non plus d'énormes remises ou de grandes opérations promotionnelles, puisque le PDG explique que selon lui, et le directeur marketing d'IKEA aussi, Cheng Yaoi, explique que selon eux, IKEA fait déjà des prix très raisonnables, alors il n'y a pas forcément besoin d'aller attirer des piétons, en tout cas des consommateurs en plus. Autre aspect qui est aussi intéressant, c'est les différentes formes de magasins qui ont été développées en proposant 6 formats de magasins différents, avec des grands magasins où on va trouver un petit peu tout, et comme on l'a dit, des magasins extrêmement petits ou avec des concepts un petit peu surprenants qui vont permettre aussi d'aller répondre à une offre et une demande directement de proximité ou pour des consommateurs qui n'ont pas forcément besoin d'aller acheter des grands meubles.
Et donc c'est cette capacité à créer une offre typique et adaptée au marché taïwanais qui fait qu'apparemment l'entreprise se porte très très bien à Taïwan. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'apparemment dans certains centres commerciaux où Ikea va s'implanter, ce qui est quasiment unique au monde et que ça se passe à Taïwan, qu'un Ikea se trouve dans un supermarché, eh bien ça apparemment ça a un effet aussi sur la consommation dans les autres magasins, en tout cas à Nehru, à Taipei ou encore à Jiayi, une ville plutôt au centre-ouest du pays. Eh bien apparemment les ventes dans les autres magasins, en tout cas dans le centre commercial, ont augmenté après l'installation d'Ikea, ce qui montre aussi que cette marque a quand même un pouvoir d'appel qui va rayonner aussi sur les commerces à proximité. Et cette réussite aussi incite Ikea à aller s'installer dans des villes plus petites. Généralement, l'enseigne se place là où il y a un fort passage. Typiquement, chez nous, vu que ce sont des grands magasins, il faut que ce soit accessible en voiture et qu'il y ait beaucoup de monde qui passe. Eh bien, à Taïwan, ils envisagent de s'installer de plus en plus dans des plus petites villes avec des formats un petit peu différents, adaptés aux consommateurs locaux. Et tout ça, c'est assez intéressant de voir que toute cette expérimentation-là se fait à Taïwan. Puisqu'on est dans le registre de l'insolite, on va essayer de rester sur cette thématique. Un article de Focus Taiwan, c'est Chung Yang-she, donc en anglais, qui explique que des communautés agricoles de Taïwan organisent des concours de choux géants. J'adore un peu parler de ce genre de choses, de ce genre d'événements qui font vivre des collectivités, ou en tout cas des communautés. Et je vous invite à aller voir la photo, c'est assez impressionnant. Vous avez ces tables rouges emblématiques de Taïwan avec ces énormes choux verts dessus et des, on va dire des jardiniers locaux ou des agriculteurs qui sont très contents d'amener leurs énormes choux. Et alors c'était un article qui date du 19 janvier. Il y a une trentaine de producteurs de choux qui ont participé à ce concours. C'est sur c'est dans l'archipel de Pangrou. On entre effectivement dans la période de récolte du chou, juste avant le nouvel an lunaire. Et donc, il y a ces producteurs qui sont venus présenter leurs plus gros choux avec des prix allant de 5 000 $ taïwanais à 2 000, allant, on va dire, entre 150 € et 60 €. Et là où c'est aussi amusant, c'est que les choux ne sont pas notés que sur leur taille, mais aussi sur la beauté. Alors, je vous laisse seul maître d'aller voir sur les photos si vous trouvez les choux suffisamment beaux, en tout cas. Et puis la question que vous vous posez forcément, de combien de kilos pesait le plus gros des choux? Eh bien, il faisait 20,3 kilos. Ça, c'est un gros chou. On continue avec un article de Eyes on Place, une revue en ligne gratuite sur l'architecture et l'urbanisme en mandarin et qui souvent compile des articles qui sont des petites pépites d'articles qu'on adore lire. Et là, cette fois-ci, il y a encore des photos à aller voir. C'est très intéressant et c'est très insolite. Il y a un artiste, Chang Changping, qui a l'habitude de prendre et de photographier des moments qu'on pourrait trouver curieux avec des yeux occidentaux, ou même des yeux asiatiques, on va dire. Vous savez, des personnes qui font leur sport dans la rue, des voitures garées qui sont recouvertes de carton, qui sont masquées, ou aussi des personnes qui vont étendre leur linge dans la rue, des tables qui vont être loquées au sol, ou des fauteuils installés aussi à peu près n'importe où dans l'espace public. Et bien lui, il répertorie tout ça, il prend tout ça en photo. Et c'est très surprenant, mais ça paraît tout à fait normal dans ses photos. Et justement, il l'explique. C'est le titre de son article, aussi bizarre que cela puisse paraître, nous pouvons traiter ça avec indifférence. Et l'article a pour but de sensibiliser le public aux caractéristiques taïwanaises, on va dire aux caractéristiques urbaines. Et je ne vais pas vous lire tout l'article, mais dans le début, il prend une analogie que je trouve très intéressante. Il vous demande si, quand vous avez pris le métro ou les transports en commun pour aller travailler, si vous aviez déjà croisé quelqu'un en train de se maquiller, en tout cas en l'occurrence à Taïwan. Eh bien, il explique que justement, ça arrive souvent de voir des femmes en train de se maquiller pour aller au travail, des femmes ou des hommes, mais souvent des femmes quand même. Et eh bien, qu'on a peut-être l'impression de rentrer dans la salle de bain de quelqu'un quand on fait face à ce genre de situation. Mais il explique que tout ça, eh bien, finalement, fait partie un petit peu du quotidien et de la nature des choses, et que la question qui se pose, c'est plutôt comment les habitants de Taïwan vont tracer une frontière comportementale entre les notions d'espace public et aussi entre, on va dire, public-public et public-privé,
comment on se sent chez soi, comment on considère qu'on n'est plus chez soi, où s'arrête la limite. Et justement, à Taïwan, ce qui est intéressant dans les villes, contrairement à peut-être à nos villes européennes et notamment françaises, eh bien, cette limite est parfois un peu plus confuse ou un petit peu plus lâche. C'est vrai que nous, on a l'impression, souvent en France, que dès qu'on passe le pas de la porte, on n'est plus chez nous et on ne laisse plus rien dehors. Eh bien, à Taïwan, souvent, les gens vont aller s'occuper, s'activer dehors, laisser des choses dehors ou voilà, décider que cet endroit, ils l'apprécient beaucoup, ils vont poser un fauteuil. Et il y a une phrase dans l'article qui m'intéresse beaucoup, c'est que pour lui, il y a des mots-clés à prendre en compte quand on regarde un petit peu ces scènes. C'est les mots-clés de pragmatisme, de rationalité, d'efficacité ou notamment de commodité. Et que pour lui, justement, ces personnes qui, on va dire, vont se maquiller dans le métro, s'installer un fauteuil sur leur place préférée ou faire sécher leur linge dans la rue, eh bien, vont tout simplement utiliser l'espace extérieur de la manière pour que ce soit commode pour eux et pour finalement que leur vie soit pratique et que justement être prêt à faire réduire un peu cette distinction entre public et privé si de toute façon ça ne gêne personne et que ça améliore un petit peu leur quotidien. Et effectivement, cette notion et cette commodité et cette capacité qu'ont beaucoup de gens à finalement vivre tout simplement dans l'espace public, eh bien quand on retourne en France et qu'on se rend compte que parfois c'est un peu plus rigide dehors, que les choses sont bien rangées, quitte à parfois être un petit peu triste et voilà, avec peu de vie sur certaines places ou certaines rues, etc., puisqu'on ne veut déranger personne et que personne ne veut voir rien, quoi que ce soit dehors, quitte à ce que finalement des places soient complètement désertes, eh bien parfois ça manque, on se dit que ce serait peut-être agréable finalement d'avoir des papis qui ont installé ou des mamies leur fauteuil préféré pour vaquer à leurs occupations ou leurs plantes pour rendre la vie un petit peu plus belle, finalement laisser faire les gens et s'étendre un petit peu plus dehors, c'est pas si mal. Merci auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International d'avoir écouté cette émission La Ville en pratique et cette revue de presse sur un petit peu l'insolite des derniers jours. C'était Clément Tricot, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles émissions. Portez-vous bien, à bientôt.